Monsieur Jovanovic, bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà de nous recevoir à l'occasion de votre venue en Bretagne. Bah, c'est gentil de m'accueillir surtout. Euh, Déjà, j'ai envie de faire un point avec vous. Presque 2 ans après la sortie de votre livre 666, enfin 1 an et demi, euh, comment ça s'est vendu, quel a été l'accueil de ce livre? Si vous pouvez dresser un premier bilan. Bah, le premier bilan est, je veux dire, est au-delà de ce que j'avais pu imaginer parce que on sait bien qu'avec un sujet comme celui-là, il n'y aurait aucune télé ni radio nationale évidemment. Et donc là, on a déjà dépassé, je crois, les 30 000 ou 40 000 exemplaires. Donc ce qui est absolument colossal pour un livre sur un sujet aussi on va dire pointu, puisque c'est avant tout financier, et ça concerne quand même, il y a un mélange financier, puis un mélange un peu futur, hein, projection dans le futur. Et surtout, c'est un livre qui annonce une sorte d'apocalypse financière. On va dire ça comme ça, avec un titre en plus très provocateur, mais on pouvait pas le titrer autrement. Et l'accueil des Français est vraiment, 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 vraiment passionné. J'en suis à ma 40e, je crois, ou 38e signature dans toute la France. Et l'accueil est toujours, toujours enthousiaste des lecteurs qui viennent m'expliquer ce qu'ils voient eux de leur côté, dans leur région, dans leur ville. Et vous savez, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, par exemple, hein, vous prenez par exemple une ville comme Saint-Brieuc, vous avez, je crois que la moitié ou plus de la moitié des magasins de la ville, et surtout du centre-ville, qui sont fermés, hein, ou en cours de location, etc. Ce qui techniquement, c'est du jamais vu. Mais il n'y a pas que Saint-Brieuc. C'est quelque chose que j'explique maintenant depuis très longtemps sur la revue de presse, que plus on va s'enfoncer dans la crise et plus la crise va être aiguë, et plus exactement comme en Grèce, les magasins seront fermés les uns après les autres. C'est-à-dire que sur 10 magasins qui étaient ouverts auparavant, il en restera 2. Alors, Voilà. justement, dans vos différents livres, dans votre analyse économique, peut-être que certaines personnes ont du mal à détecter quel est le mécanisme qui fait qu'aujourd'hui tout s'écroule. Quel est ce mécanisme? Est-ce que vous êtes capable là de Oui. l'expliquer de façon très pédagogique pour qu'une personne qui ne, j'ai envie de dire la crise économique pour les nuls, qu'est-ce qui se passe? La crise économique pour les nuls, c'est extrêmement simple. C'est imaginer par exemple une société où vous avez des gens qui sont obligés de payer avec des heures de travail, et puis vous en avez d'autres qui ne payent pas avec des heures de travail, mais qui payent avec du vent. Et le système politique est suffisamment corrompu pour qu'on puisse payer avec du vent. Malheureusement, toute monnaie repose sur quelque chose, en l'occurrence l'or. L'or lui-même reposait sur les matières premières, sur le bétail, sur le maïs, sur les céréales, sur les poulets, et ainsi de suite. L'or n'était que la couche supérieure. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui impriment des centaines de milliards de dollars de planches à billets qui n'existent pas, qui ne reposent sur aucune valeur. Et aujourd'hui, les États-Unis sont arrivés à la fin de leur cycle. Ça fait 40 ans qu'ils font ça, et maintenant c'est terminé. La preuve en est, si vous voulez, c'est que la crise est infiniment plus aiguë chez eux, même que chez nous. Et la Banque Centrale Européenne a violé ses propres règles, puisque l'année dernière, au 17 janvier, si mes souvenirs sont bons, elle a décidé d'imprimer pour 2000 milliards de monnaie de singe. C'est comme si vous et moi, avec nos imprimantes, on rachète toute la Bretagne. Voilà. Mais derrière tout cela, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on peut vraiment parler de complot? Moi, ce que j'ai du mal à cerner, c'est quel intérêt ont ces gens à systématiquement produire, 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 faire tourner la planche à billets. Ils savent qu'on va à la catastrophe et eux non plus n'y échapperont pas. Ils n'y achètent pas. On voit d'ailleurs, on voit d'ailleurs les résultats de la planche à billets aujourd'hui aux États-Unis avec le triomphe, on peut dire ça comme ça, de Monsieur Trump, alors que personne ne l'attendait. Trump est en train de remporter un immense succès, non seulement auprès des immigrés,
des Mexicains, par exemple. On a vu lors de ces dernières élections primaires que la classe des Latinos a voté massivement pour lui, ce qui était absolument inattendu, compte tenu du fait qu'il avait demandé à construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Et surtout, ce sont le cadre blanc, l'ingénieur blanc de la Silicon Valley, de Boston, de New York, qui maintenant vote massivement pour Trump. Si vous regardez les réunions électorales de tous les candidats, seuls ceux de Trump, de Donald Trump, vous pouvez voir une véritable ferveur, une espèce de folie. Alors que chez Hillary Clinton, par exemple, c'est toujours le côté démocrate et c'est toujours très ouais, c'est très soft, c'est la ligne d'horizon toujours très basse, hein, voilà. Et Trump est en train de créer un événement et il est en train de mettre en danger l'establishment qui contrôle la totalité des banques américaines et la totalité des multinationales américaines. Et là, on risque d'avoir j'ai même vu des papiers maintenant qui disaient Donald Trump va-t-il finir comme Kennedy? C'est vous dire que il pose un problème. Mais qu'est-ce qui explique ce changement d'attitude chez une certaine classe américaine? La crise. La crise économique qui voilà, le taux de chômage qui est absolument délirant. Vous avez toujours 50 millions, 48, parce qu'ils le maintiennent. Hein. Ils ne veulent pas que ça dépasse la barre des 50 millions. Donc maintenant, ils ont commencé à virer de leur compte, ils ont viré, je crois, 2 ou 3 millions de personnes qui vivaient uniquement avec des food stamps, c'est-à-dire les tickets alimentaires. Mais ils en ont viré. Donc ils n'apparaissent même plus, on casse le thermomètre, ils n'apparaissent même plus, afin de maintenir le nombre au plus bas. Les systèmes sociaux, vous savez, même les orphelinats sont en train de fermer. Les orphelinats. J'ai vu un orphelinat, c'était il y a 10 jours, qui a licencié la moitié de son personnel administratif et éducatif. Ça veut dire que la planche à billets américaine, elle va à Wall Street, mais elle ne descend pas jusqu'aux orphelinats, ou enfin dans la rue, chez les gens qui vivent leur vie dans une petite ville ou même dans les grandes villes. Et vous me parliez tout à l'heure de la Grèce que vous connaissez bien, que vous avez Oui. pratiqué. Qu'est-ce qui explique alors que politiquement il n'y ait pas eu un basculement? Parce que finalement Tsipras n'est pas un basculement, il fait partie maintenant de l'établissement d'une certaine façon. Votre question, en fait, on amène une autre qui pour moi est même plus importante. C'est Chypre. Rappelez-vous, les Chypriotes ont été rasés, hein, leur banque fermée pendant quasiment 15 jours, voire 3 semaines, je ne me souviens plus. Et ils ont été rasés. Les Chypriotes ne se sont pas révoltés contre ça a été le laboratoire d'essai. Donc le Bruxelles a continué et ils ont vu que il n'y aura pas de révolte du peuple parce que tout le monde a un emprunt sur le dos. Quand tout le monde a un emprunt sur le dos, les gens ne peuvent pas aller manifester. Si vous regardez les manifestations en France, même les dernières manifestations, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont surtout des gens qui n'ont rien à perdre et qui vont manifester. Ou alors les encartés syndicalistes, hein, on va dire, c'est un standard. J'ai vu par exemple avec Air France, hein, on a vu que avec Air France, d'un seul coup, toute la presse s'est liguée contre les syndicalistes Air France parce qu'on a arraché la chemise à un DRH. Les Grecs sont prisonniers. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas vous avez même la famine qui s'est déclarée dans un certain nombre de régions, dans les périphériques d'Athènes et même dans les autres provinces. Tout ce qu'on voit se passer en Grèce, on le verra ici. Sauf que en Grèce, ils sont orthodoxes, ils ont un sens de la famille qui est très aigu. Donc l'oncle aide la nièce, etc. Enfin, ils ont un sens. Les liens familiaux sont très puissants. Il n'empêche que les taux de suicide ont été multipliés par quasiment, je crois, par 3. Alors que la Grèce avait le taux de suicide le plus bas d'Europe avant la crise. C'est un rouleau compresseur, la Grèce, aujourd'hui, pilotée par les Allemands.
Quand vous mettez un pays en esclavage, et quand le pays est tenu, vous tenez Ils se sont pas révoltés, les Grecs. Est-ce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi pendant des années également Non. Non, moi je vous rappelle simplement que l'endettement de la Grèce a été organisé par Goldman Sachs. Elle a été organisée par Goldman Sachs à la demande très précise des instances européennes afin qu'elle intègre l'Union européenne le plus vite possible. Les comptes de la Grèce ne lui permettaient pas d'entrer dans l'Union européenne telles que les règles étaient définies. Et c'est Goldman Sachs, et c'est une cellule spécifique de la Goldman Sachs qui a piloté ça, piloté notamment par une américaine d'origine grecque, Madame Lioudakis, qui travaillait au sein de la Goldman Sachs. Et grâce au ce qu'on appelle les crédits défaut swap, ils ont nettoyé la dette de la Grèce. Ce qui fait que les Grecs sont arrivés avec des comptes complètement maquillés. Ils ont dit, bah nous, on peut entrer dans l'Union européenne. Et voilà comment ça s'est passé. Mais tout le monde le savait. Au sein, le petit cercle le savait pertinemment. Pourquoi Goldman Sachs a gagné autant d'argent? Ils savaient qu'ils avaient maquillé les comptes de la Grèce. Donc ils ont attendu un petit peu. Ouais, ils ont attendu un tout petit peu. Ils ont attendu 2008. 2007, 2008 et surtout 2009, et ils ont joué à fond contre la Grèce. Ils ont gagné des milliards. Mais vous avez dit, vous avez concédé que les Grecs ne se sont pas révoltés. Vous avez dit également que ce qui se passé en Grèce aujourd'hui se passera en France demain. Oui. Mais donc demain, en gros, il ne va rien se passer. S'il n'y a pas de révolte en Grèce, pourquoi il y aurait une révolte en France? Pourquoi il y aurait une révolte C'est pas les mêmes. pays? Attendez, d'abord, c'est pas les mêmes mentalités. C'est pas du tout les mêmes mentalités. Vous avez vu que là, même au sein du Parti socialiste, le Parti socialiste est divisé en deux. Martine Aubry a décidé littéralement de sabrer comment dire le plan. Le plan de Madame El Khomri, qui était poussé par Monsieur Valls. Donc vous voyez que le Parti socialiste est déjà divisé. Vous avez vu que les gens descendent massivement dans la rue. Vous avez vu le mouvement des bonnets rouges. Le mouvement des bonnets rouges était annonciateur. Il était annonciateur pour des raisons. Un, parce que c'était une révolte à la suite de tous les emplois qui ont été enlevés en Bretagne, avec toutes les entreprises qui ont fait faillite, parce que les emplois étaient délocalisés ou parce que les Allemands utilisent des Roumains ou des Slovènes ou des Estoniens qui sont payés à 200 euros le mois, et que c'est sûr qu'avec le SMIC à 1200 ou 1300, eh bien les entreprises bretonnes ne peuvent pas s'aligner. Voilà, c'est l'Europe qui est en train de tuer, qui est en train de tuer tout ça. Et je pense que les Bretons ont donné le ton, parce que, et en même temps, même très symboliquement, avec le bonnet rouge, ça montre bien qu'ils ont le cerveau échauffé. Que ça commence à bouillir, on va dire ça comme ça. Et c'était même impressionnant. Donc ce mouvement des bonnets rouges va revenir à la surface. Sous quelle forme? Ça va revenir parce que d'une part le chômage ne va faire qu'augmenter. Les plans de licenciement, si vous regardez c'était ce lundi, enfin lundi dernier, donc j'ai battu un triste record, celui du plus grand nombre de licenciements jamais enregistrés au sein de la revue de presse. C'était absolument quelque chose de colossal, c'est du jamais vu. Et quand vous licenciez 1000 personnes, ce licenciement entraîne le licenciement de 1000 autres personnes à plus 3 mois ou plus 24 mois. Peu importe en tout cas à 24 mois, il y aura 1000 personnes de plus qui vont être licenciées, et ces 1000 personnes-là vont en entraîner 1000 autres. Donc vous êtes dans une espèce de cercle infernal qui va finir par s'arrêter. Et ceci est dû à la planche à billets. Ceci est dû à la planche à billets. Toute la planche à billets qui est déversée, elle va pas dans les entreprises, elle va pas aider les ménages à payer leur emprunt pour la maison. Elle va juste à Wall Street ou au CAC 40 ou à Londres ou à Francfort pour acheter des actions sur les places financières afin qu'elles ne s'écroulent pas. C'est-à-dire maintenir l'impression que tout va bien. Et alors, justement, quand on entend parler de dette d'un État, de dette financière, est-ce qu'il n'est pas possible demain, j'ai envie de dire d'un claquement de doigts, de dire nous n'avons plus de dette, c'est fini, et nous ne devons plus rien aux Américains, et nous nous rebasons sur l'or, par exemple?
et sur l'argent. Moi, c'est ce que, enfin, vous savez, je dis ça, enfin, il n'y a pas que moi, hein, c'est surtout en Talfekete et d'autres. À partir du moment où les Américains sont passés à la planche à billets, à la monnaie de singe, depuis 1971, techniquement, la moitié, voire les trois quarts de la dette qu'on doit aux Américains, on leur doit rien. Aujourd'hui, la dette de la France, c'est principalement les Américains et les Japonais. Or, ce sont les deux frères jumeaux, hein, qui ont inondé la planète de monnaie de singe, de PQ. Je vous rappelle que la Bank of Japan est à son 40e ou 45e ou 50e planche à billets. Et c'est avec ça qu'ils achètent les bons du Trésor de la France. Donc la marche arrière est possible. Bien sûr que là, il est évidemment possible. Par exemple, toute notre dette vis-à-vis du Japon annulée. Bon, terminé. Ça n'existe plus. Hein, d'une part parce qu'il ne fonctionne qu'avec de la monnaie. Tout doit être recalculé, si vous voulez, uniquement sur les systèmes de matières premières ou de produits finis qu'ils nous livrent. En fait, techniquement, on revient au troc. Hein, au troc qui est valorisé. On revient en fait au système d'avant, hein, tout simplement. Je rappelle que pendant la période USSR, la Russie, les Russes l'URSS ne faisait pas partie de l'Europe. Les Américains vendaient leur blé aux Russes. Ils exigeaient d'être payés en lingots d'or. Point. Quelle est votre audience dans les élites, au sein des élites? Est-ce que vous êtes lu, écouté? Est-ce qu'il y a des applications pratiques de ce que vous... Oui, j'ai ma page Facebook qui a disparu la veille des élections régionales. Pourquoi? Parce que je donne toujours la liste des licenciements. Et cette liste de licenciements, je l'avais faite aux élections d'avant, je crois que c'était les européennes. Et au lieu de la donner le lundi, je l'avais donnée le dimanche. Hein, pour que ça circule sur Facebook. Et donc là, ils se sont dit, il va faire la même chose. Et ils m'ont donc l'Élysée ou Matignon, parce que je pense que c'est évidemment c'est eux, on demandait à Facebook de stopper ma page. Et donc elle a été coupée un samedi. Les gens ne sont pas censés travailler le samedi, hein, un peu. Donc vous n'avez pas d'appui, vous avez plutôt des ennemis, mais pas d'appui dans ce qu'on appelle l'élite. Vous ne trouvez pas forcément d'audience au sein de cette microclasse qui dirige tout, j'ai envie de dire. De cette microclasse, vous savez, la première chose que beaucoup de gens font, notamment dans les aussi bien comment dire, dans les ministères, en fait, la première chose qu'ils vont voir, c'est la liste des licenciements. Il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui suivent. C'est pas pour rien que je suis interdit, enfin mon site est interdit dans les banques, par exemple. Hein, dans beaucoup de banques, par exemple la Caisse des dépôts et consignations, le quotidien.com est censuré. Si vous tapez site, je suis même classé, je crois maintenant comme site conspirationniste. Vous imaginez? Donc dans ce cas-là, si je suis le conspirationniste, le New York Times, le Wall Street Journal, le New York Post, le Financial Times, tous ces journaux, le Time Magazine, etc., dont je parle régulièrement, sont des conspirationnistes. C'est ça que ça veut dire. Ouais, vous savez, je m'en fous je cherche pas à être lu par l'élite. Je m'en fous de l'élite. De toute façon, l'élite, si vous voulez, ne lit rien. Tout ce qu'elle veut, c'est prendre le maximum d'argent. Pour moi, l'élite française, la plus pourrie, c'est Sarkozy. Ça, je l'ai vu pendant son mandat. C'est quelque chose qui a été absolument épouvantable. Vous pensez qu'il a accéléré Ah oui. Ah oui. Le Nicolas Sarkozy se moque éperdument lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et c'est pas par hasard qu'il avait envoyé Alain Minck, hein, son pote, ouvrir des hedge funds à Londres, hein, et également ouvrir un autre hedge fund dont je vais donner justement les coordonnées sur la revue de presse. Alors je sais plus, c'est dans le New Jersey, je crois, ou enfin bon, sur la côte est des États-Unis. Pour moi, c'est aussi bien aujourd'hui les gens du PS que de l'UMP sont des gens dont la carrière a été faite uniquement parce qu'ils étaient européistes. Nous ne devons rien attendre d'eux, clairement. Clairement. Donc pour vous, le projet d'une Europe économique, c'est un faux projet, il n'y a pas d'Europe économique possible? Il n'y a strictement aucune Europe économique à partir du moment... Si, il y avait une Europe économique. Tant qu'il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin des pays qui avaient une économie, on va dire grosso modo, similaire. Mais à partir du moment où vous avez ouvert ça aux Polonais, etc., où le salaire minimum n'était pas du tout le même, le déséquilibre est arrivé et aujourd'hui vous avez 6 millions de chômeurs en France.
Les travailleurs détachés. Regardez les travailleurs détachés. Combien vous aviez de travailleurs détachés pour le Mistral, pour construire? Vous avez à peu près, je crois, 600 ou 700 qui venaient travailler ici. Est-ce qu'une harmonisation sociale est pas possible en coupant les dettes, justement? Est-ce qu'une harmonisation Non, sociale parce que dans vous êtes l'ensemble obligé de de, l'Europe? non, parce que vous êtes obligé d'harmoniser également comment dire, le salaire minimum. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, Obama a installé, pour la première fois de l'histoire, le SMIC. Ça n'existait pas aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une vague de licenciements absolument colossale. Walmart, un des plus grands employeurs des États-Unis, avec une chaîne, je ne sais plus combien ils avaient, 300 chaînes d'hypermarchés un peu partout aux États-Unis, non seulement a fermé des centaines de magasins et a licencié plusieurs dizaines de milliers de salariés qui déjà gagnaient pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous avez le salaire minimum est en train comment dire, de cisailler en fait l'économie américaine. Ils n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient habitués à payer les gens il y avait un minimum qui était déjà là, qui était entendu, mais maintenant à partir du moment où c'est une obligation, ça pose des problèmes. L'Europe comment dire, fonctionnait. Les années 80, 90, ça fonctionnait. À partir du moment où vous avez l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, etc., tous ces pays qui ont été ramenés dans l'Union européenne, c'était terminé. La catastrophe était annoncée, elle est irréversible. Elle est absolument irréversible. Les Anglais vont voter, et Obama, maintenant, est obligé de venir en Angleterre pour faire la tournée des popotes et pour expliquer, lui, président des États-Unis, aux Anglais qu'ils ne doivent pas voter contre la sortie de l'Europe. Vous vous rendez compte de ça? C'est comme si on avait, nous, un président, je sais pas, le président le russe, qui vient en France et qui nous explique vous devez voter, vous ne devez pas voter pour ceci ou pour cela. C'est impensable, et pourtant c'est ce que va faire Obama. Vous verrez son voyage officiel d'ici quelques semaines, il va s'exprimer justement sur ce qu'on appelle le Brexit. Mais dans tout ce que vous dites, est-ce qu'il y a un message d'espoir tout de même pour les peuples européens? Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé économie, on a parlé des choses qui touchent profondément, parce qu'un licenciement touche des familles entières, des régions entières. Mais est-ce qu'il y a une touche d'espoir? C'est une question qu'on m'a posée, figurez-vous, les premières questions qu'on posait déjà en 2008, en 2009. On disait, Monsieur Joannac, vous êtes pessimiste, est-ce qu'il y a une note d'espoir? Je dis non, il n'y a pas de note, il y a strictement aucune note d'espoir. Un, parce que toute planche à billets est destinée à l'échec total, ce sera le cas du dollar. Aujourd'hui, vous avez l'euro, qui est encore pire que le dollar, d'une certaine façon, puisque c'est un assemblage d'économies hétéroclites qui ne sont absolument pas alignées les unes sur les autres, et en fait, qui ne fait, mais surtout qui est basé uniquement pour enrichir encore plus l'Allemagne. Pourquoi croyez-vous que l'Allemagne ait un taux de chômage si bas? It has been tailored only for Germany. Je l'ai lu ça combien de fois dans le Financial Times. Et c'est pour ça que M. Obama, vous savez, l'Europe, l'Allemagne, vous l'avez dans le livre 666, l'Allemagne est l'esclave des États-Unis jusqu'en 2099. Voilà. Mais je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de colossal, et quelque chose d'absolument énorme, énorme. Ça s'est passé mercredi, cette semaine, mercredi dernier. Vous avez la plus grande compagnie de réassurance. C'est l'assureur des assureurs, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle Munich Re. D'accord? C'est énorme, absolument énorme, en termes de milliards, de centaines de milliards qu'ils ont à gérer. C'est eux qui assurent les assureurs. Le grand responsable de Munich Re, on dit maintenant, à propos de l'euro et surtout de ce qui se passe en ce moment avec les taux négatifs, parce que je vous rappelle que les taux négatifs, c'est le résultat de la planche à billets, c'est pas le résultat de l'opération du Saint-Esprit. Munich Re a dit, nous, on n'en peut plus, si on continue comme ça, on va à la faillite, on achète de l'or. Et pour la première fois, depuis très longtemps, ça a fait le message qui a été envoyé à toutes les autres banques et à toutes les autres grandes compagnies d'assurance, c'est que si vous n'achetez pas de l'or, vous allez directement à la faillite. Et comme M. Mario Draghi n'aura pas le choix
la preuve, c'est il a mis les taux à zéro, hein, c'était mardi, eh bien, vous aurez des taux négatifs de plus en plus. De plus en plus. Regardez ce qui s'est passé au Japon, déjà au mois de janvier. Tous les Japonais ont acheté, vous n'avez plus un seul coffre-fort de disponible. Pourquoi? Parce que s'ils laissaient leur argent en banque avec les taux négatifs, eh bien, ça s'était grignoté tous les mois. Donc ils ont dit, bah, je suis pas idiot, je sors mon argent de la banque, je le mets dans un coffre, au moins la banque ne me prend rien. Ce qui est logique. Donc je n'ai pas de message d'espoir à vous donner, je suis désolé, parce que vous pouvez être de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. Vous pouvez avoir n'importe quelle étiquette politique sur le front. Si vous ne maîtrisez pas votre politique monétaire, vous ne maîtrisez rien. Voilà. C'est aussi bête que ça. Est-ce que pour des particuliers, vous conseilleriez aujourd'hui d'acheter de l'or, d'acheter de l'argent? J'ai toujours, vous savez, j'ai des lecteurs qui m'ont suivi dès février 2008. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui disent ouais mais Jovanovic il annonce l'explosion. Bah oui, mais j'ai annoncé l'explosion à partir de 20 mars, février, mars, avril de 2008. L'explosion, elle a eu lieu le 29 septembre. Elle a eu lieu déjà. Et déjà à l'époque, je disais aux gens, achetez de l'or, achetez de l'argent, et avant l'or et l'argent, la maison avec le jardin, le puits, hein, le potager. Déjà là, vous êtes bien. Une fois que vous avez ça, vous achetez de l'or et de l'argent, vous faites ce que vous voulez. Beaucoup de mes lecteurs se sont littéralement enrichis avec le cours de l'or et de l'argent qui s'est littéralement envolé. Et donc ils ont acheté. Qui est tombé là récemment quand même. Non mais attendez, il est pas tombé sur 8 ans, il est sur 8 ans. Vous devez prendre ça, vous partez de 400 ou 500 dollars l'once. Hein, aujourd'hui, on est à combien? On est à 1260. Donc, c'est sûr que les gens qui ont acheté au plus haut, qui ont acheté il y a 2 ans ou 3 ans au plus haut, ils tirent un peu la langue, mais c'est en train de remonter. Mais tous ceux qui ont acheté de l'or de janvier 2008 hein, jusqu'en 2012-2013, mais ils ont fait la culbute. On oublie de le dire, ça. On oublie de le dire que j'ai sauvé les économies de beaucoup de Français. Donc là, et ils ont même acheté leur maison grâce aux bénéfices qu'ils ont fait lorsqu'ils ont revendu leur lingot d'or. Là, ce que vous dites, c'est avant la crise, acheter de l'or. J'ai toujours dit ça, j'ai jamais changé d'un iota. Parce qu'on va obligatoirement et forcément revenir au standard. C'est pas par hasard que les banques aujourd'hui disent on va supprimer l'argent liquide. Pourquoi vous croyez qu'ils disent ça? C'est pour masquer leur faillite. Aujourd'hui déjà, vous ne pouvez pas retirer votre argent de la banque. Vous allez dans votre agence, vous leur dites donnez-moi 1000 €, le mec il va vous rire. Quelqu'un de ma famille était à la banque populaire, c'était hier ou avant-hier, et elle attendait, et une cliente a demandé 200 €. On lui a fait tout un cirque, une carte, machin, et la fille elle a pété un plomb en disant mais vous êtes même pas foutu de me donner 200 €, mais c'est quoi cette banque? C'est quoi votre problème? Les banques doivent garder votre argent devers elles parce que ça rentre dans leurs réserves, ça rentre du côté actif. Voilà. À partir du moment où vous empêchez les gens de retirer leurs économies, ben c'est à vous. Et là, vous sauvez le bilan des banques. Vous masquez leur faillite. C'est pour ça qu'ils veulent la suppression de l'argent liquide. Mais vous devez comprendre que c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Des taux d'intérêt négatifs. Il y a une semaine, il y a 8 jours, c'est une banque allemande, écoutez bien, une banque allemande pour la première fois dans l'histoire de l'économie mondiale, vous pouvez remonter jusqu'à Sumer, qui a émis une obligation négative. Une obligation négative. C'est-à-dire, vous leur donnez de l'argent, ils vous en rendront moins. C'est écrit. Il y a marqué pigeon sur votre tête, vous voyez? Enfin, pas sur votre tête, mais sur la tête des gens qui signent l'obligation. C'est marqué pigeon, et vous signez pigeon. C'est quand même extraordinaire. Et les gens le font quand même, parce qu'ils sont aux abois. Non, ça c'est les hedge funds qui le font, parce que entre se ramasser, comme ils se sont ramassés en 2008, perdre 50% de tout ce qu'ils ont mis à Wall Street et perdre 1 ou 2% dans des obligations ou des bons du trésor négatifs, ils ont fait leur choix. Et vous aussi, vous feriez exactement le même choix qu'eux. Mais je le dis à vos spectateurs, vous devez comprendre que les taux négatifs sont là pour vous montrer
qu'il y a quelque chose d'énorme, de colossal qui se prépare. Première chose. Et ensuite, regardez bien, depuis 2008, depuis l'explosion de 2008, est-ce que les taux directeurs des banques centrales ont été remontés? Jamais. Une économie qui fonctionne bien, quand il y a une reprise, etc., les taux directeurs, on met toujours 1, 2, 3, etc., pour faire tourner. Hein, ça a toujours été comme ça. Depuis 2007, vous avez eu 630, on va dire 650 baisses des taux directeurs de toutes les banques centrales de la planète. Vous savez, on n'a pas besoin d'écouter les Mark Twaty et les autres. Il suffit de regarder quels sont les taux directeurs et de voir qu'on est arrivé au taux négatif. Je le dis aux Français depuis 2008. Maintenant, on y est. On est arrivé au taux directeur. Et j'avais raison du début jusqu'à la fin, malheureusement. Et croyez-moi, sincèrement, parce que avec ce qui va se passer quand le système financier va s'arrêter, il faudrait pas être en centre-ville. On va dire ça comme ça. Justement, j'ai envie de dire, pour conclure cet entretien, une question importante que je me suis posée parmi vos livres. Est-ce que votre analyse économique, qui est brillante, qui est visionnaire, puisque vous avez eu raison plusieurs mois à l'avance, notamment sur plusieurs années aussi, est-ce qu'elle n'est pas d'une certaine façon biaisée ou ne fait pas peur à certaines personnes qui vous traitent, vous parliez tout à l'heure de conspirationniste, de complotiste, parce que vous la reliez systématiquement dans vos livres à la religion et à des choses qui se seraient passées ou qui ont été écrites il y a 2000 ans. Je pense notamment à 666. Oui, votre question. Non, mais votre question est très pertinente. Mais je ne cherche pas à plaire déjà. Je cherche pas à plaire. Je m'en fous de savoir que certains vont me prendre pour un dingue et d'autres non. Les faits sont là pour moi. Vous savez, grâce au livre 777, j'avais annoncé exactement un an jour pour jour. Je dis voilà, si mon analyse de la crise financière et du 777 est juste et de la chute de Wall Street est juste, Benoît XVI va être éjecté du Vatican. Je l'ai dit, vous avez l'enregistrement sur la radio, des dizaines de milliers de personnes qui sont là pour vous le confirmer, et on a l'enregistrement qui traîne partout sur Internet. À partir du moment où vous avez identifié, vous savez, quand vous avez des équations à deux inconnus, etc., si vous en identifiez une, la deuxième suit. Benoît XVI a été éjecté, en effet, donc ça a validé, si vous voulez, mon analyse de ce texte, et c'est exactement ce que je dis. 666 est en relation avec le Standard Or. Nous sommes sortis du Standard Or en 71, nous allons exploser, littéralement. Ça signifie quand même que ça enlève, ce qui peut me choquer, c'est que ça enlèverait tout libre arbitre à l'homme depuis 2000 ans, puisque si c'est écrit il y a 2000 ans pour en aboutir aujourd'hui. C'est une façon de voir, mais il y a une autre façon de voir. Regardez, là, il y a une autre façon de voir. Jean était accompagné d'un ange, et il voyait même d'autres anges, si vous lisez bien le texte, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui montre l'avenir. Ça veut dire que déjà, une part, Dieu existe, et qu'il a une vision sur le futur de 2000 ans. Donc déjà, on va dire que tout est déjà écrit, ce qui est absolument extraordinaire. Fondamentalement, je ne crois pas qu'on a un libre arbitre. Je pense que notre libre arbitre est assez limité, en fait. On a un destin, on va dire, tracé. On va dire, c'est un peu comme une autoroute à 6 voies. Et notre seul libre arbitre, c'est changer de voie de temps en temps. Vous voyez, c'est la seule. Mais le chemin, le grand chemin est tracé. On va dire ça comme ça. Du moins, c'est la conclusion que j'en tire, puisque tout ce que Jean a vu il y a 2000 ans, c'est passé. Et même mon analyse du 666, elle était partie d'une... vous savez, les paraboles de la pièce... dans le poisson, par exemple. Oui, c'est la parabole du Christ, oui, avec Saint-Pierre. C'est drôle. C'est drôle. Le Christ faisait des miracles. Il a pris un poisson, il en a fait 4000. Il a pris une baguette, hein, il en a fait 5000. Et puis à un moment donné, il y a Pierre qui doit payer un péage, on va dire ça, aux Juifs là, à l'entrée du temple. Enfin, c'est même pas l'entrée du temple, c'est à l'entrée de la ville. C'est une douane, c'est plus une taxe de douane pour la Pâque. Pierre n'a pas l'argent sur lui, et donc il va voir le Christ qui était chez lui dans sa maison, et lui dit et avant même qu'il franchisse le seuil de la porte, le Christ lui dit cette phrase, qui crois-tu
qui va payer les impôts, les riches ou les fils de riches, moi je me souviens plus la précision. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Il lui dit, au lieu de prendre une pierre au sol et de faire comme il l'a fait avec les poissons et le pain, hein, de le multiplier à 4000 ou 5000 exemplaires, il a dit à Pierre, tu vas sur la plage, tu prends ta canne à pêche, tu la jettes à l'eau et le premier poisson qui viendra à toi, que tu vas ramener, au fond de sa gorge, tu verras, tu trouveras une pièce d'argent. C'est juste ce qu'il fallait pour payer le péage au rabbin juif. C'est intéressant. Il aurait pu. Il n'a pas fait tourner la planche à billets. Il n'a pas fait tourner la planche à poisson. Il n'a pas fait tourner la planche à pain et il n'a surtout pas fait tourner. Cela montre bien, c'est une leçon phénoménale. Vous savez, c'est grâce à ce passage. Avant d'écrire 666, en fait, j'avais 2 livres qui se cognaient dans ma tête. Je ne savais pas par lequel commencer. Et je voyais bien. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. J'ai vu qu'en fait, les deux étaient liés. Et c'était ce passage-là, justement, de Pierre avec le Christ, qui a été le grand déclencheur pour moi. Et tous les lecteurs me disent que, d'abord, ils ne connaissaient pas du tout ce passage, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez des curés modernistes, alors qui supportent pas les miracles. Les miracles, c'est pour les enfants, c'est pour les petits enfants. Vous voyez, le Christ ne faisait pas de miracles. C'est juste, c'est juste pour créer sa légende. On va dire ça comme ça. Mais si on le prend au premier degré. Et bien là, vous avez, moi je dis, il faisait des miracles, effectivement, et là, vous avez non seulement une réponse à la création monétaire, puisque le Christ refuse de créer quelque chose qui n'existe pas en termes de monnaie, et en plus, avec 2000 ans d'avance, il montre à Jean, à son apôtre, il montre à Jean ce qui va se passer à cause de l'or. Vous savez, mon livre n'aurait jamais eu ce succès si ce que je raconte dedans était idiot. D'une part, et ensuite d'autre part, vous avez comme suffisamment de documents de la CIA, de la Maison Blanche et de tous les organismes américains qui montrent que leur seul intérêt, effectivement, c'est de voler l'or de tous les autres pays. Alors c'est le profit. Donc les États-Unis ne respectent même pas le précepte qui les guide, pourtant qui est le précepte messianique. Non. Ils vont à la contre-courant, totalement. Évidemment, ils vont en contre-courant, c'est-à-dire qu'ils vont. En fait, la grande technique des Américains, si vous voulez, c'est d'agiter, vous savez, de montrer le projecteur, regardez là-bas, et puis en fait, c'est là que ça se passe. Ils ont toujours fait comme ça. C'est une vieille technique, hein. Ça n'a rien de nouveau. Les Américains savent que leur façon, si vous voulez, de prendre le contrôle du monde, c'est par la planche à billets et d'empêcher les autres pays d'avoir de l'or. Pour ce faire, il suffit simplement de corrompre tous les politiques, le maximum de politiques qu'ils peuvent, avec la planche à billets, justement. Du moment que le gouvernement accepte le dollar. De Gaulle, lui, il avait compris, hein, il l'avait dit dans sa conférence de presse, la fameuse conférence de presse pour la montrer, de 66. Voilà. Il le disait, il n'appartient qu'aux Américains de leur privilège d'imprimer autant de monnaie de singe qu'ils veulent. Il n'était pas idiot. De Gaulle était le seul qui osait mettre tous les excédents de dollars que la France avait, le mettre sur un bateau, de le renvoyer et de dire aux Américains, vous respectez Bretton Woods, vous nous échangez, je reprends tous les lingots d'or suivant le contrat de Bretton Woods, hein, à $35 l'once. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une économie de planche à billets. Les banquiers centraux, écoutez, les banquiers centraux se sont accordés le pouvoir divin. L'économie, pendant 4000 ans, a toujours reposé sur les 4 saisons, sur l'agriculture. Les agriculteurs étaient ceux qui faisaient l'économie. Sans l'agriculteur, personne ne pouvait se nourrir, ainsi de suite. Ils étaient la base même de la vie, d'accord ? Regardez maintenant ce qui se passe là. Vous êtes bien placé ici en Bretagne. Ils crèvent la dalle. Ils gagnent même pas assez pour... mais c'est à pleurer. Mais c'est à pleurer. Et pourquoi croyez-vous que ces agriculteurs se suicident et qui gagnent moins que le SMIC ? Mais à cause de cette putain de planche à billets américaine. Voilà la raison. À cause de la corruption totale de nos politiques et surtout des députés européens. Comment pouvez-vous accepter que des gens nous payent avec du PQ ? Les agriculteurs devraient se révolter et les agriculteurs français devraient
descendre. Moi, j'ai halluciné quand ils sont. C'était quand? C'était il y a quoi? Il y a au mois d'octobre, je crois. Ils sont descendus sur Paris. Ils ont campé devant la Tour Eiffel. Ils sont repartis. J'ai pas compris là. J'ai no comprendo là. Les mecs, tout ça pour ça. Fallait prendre le TGV dans ce cas-là. Hein, ça aurait été plus rapide hein, et moins compliqué. J'ai pas compris. Les gros syndicats majoritaires sont eux aussi proches des gouvernements. Mais attendez, les syndicats de SNCF, vous savez, les syndicats, très souvent, la plupart du temps, la base dépasse hein, le syndicat. Tout le monde sait maintenant, si vous voulez, que les syndicats sont c'est Sarkozy qui a instauré ça. Hein. C'est arroser un maximum les dirigeants syndicalistes pour que hein, pour que ça se passe avec calme. Oui. J'allais dire, justement, vous travaillez sur un livre, sur quelque chose que vous allez sortir prochainement? Oui, mais enfin, vous savez, je parle jamais de mes prochains livres. En général, je garde la surprise. On va dire que j'ai un livre, mais c'est un livre on va dire, à demain, qui doit sortir d'ici 15 jours. Et c'est un livre très très intéressant puisque ça en fait ça traite si vous voulez le fait que les artistes et les musiciens en particulier sont des prophètes, c'est-à-dire qu'en fait sont des médiums, qu'ils captent le futur et qui sont capables de le montrer aux gens dans leur art à eux, hein, en particulier la musique. Oui, moi, en tant qu'écrivain, vous voyez, quand j'ai publié 777, j'ai dit voilà, il va se passer ça au Vatican. Les gens, on disait, vous avez même des rigolos qui ont fait des vidéos en disant à quel point j'étais stupide de dire que le Vatican, que Benoît XVI allait partir. Enfin bon, bref. Et en fait, j'avais une chance sur 10 millions. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, il suffit de réfléchir un peu et de se laisser aller. L'inspiration, c'est quelque chose de très vrai. Et ça vient de loin. Ça vient de, on sait, vous savez, chaque fois que je vais dans des salons du livre, c'est très marrant parce que le vendredi, vous avez toutes les écoles qui arrivent, tous les lycées. Et vous avez les profs de français qui envoient les élèves. Et la question qui revient à tous les coups, dans toutes les villes de France et de Navarre, ça je vous assure, le prof de français qui fait poser, par le biais de ses élèves, d'où vous vient l'inspiration? Parce qu'un prof de français, bon, il est prof de français, donc il devrait pouvoir écrire autant de livres qu'il veut. Ah bah non, vous voyez, c'est pas simple que ça. Donc il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai une grande admiration en tant qu'écrivain pour les musiciens. Les musiciens ont en général une admiration pour les écrivains. Et là, j'aborde justement la planche à billets. Avec sous un angle vraiment très surprenant. Comment la planche à billets est annoncée et l'effondrement du système est annoncé par les musiciens. Donc à retrouver sous 15 jours à peu près. Ouais, on va dire 3 semaines. Chez quel éditeur? Au Jardin, moi je suis fidèle à Madame Carvarac, hein, qui est la propriétaire du Jardin des Livres. Donc c'est une Bretonne. Oui, avec un nom comme ça. Madame Carvarac, absolument. C'est une maison d'édition bretonne, le Jardin des Livres, finalement. Vous avez raison. Monsieur Jovanovic, merci. Ben c'est moi qui vous remercie et je salue tous les bonnets rouges que j'ai croisés il y a 2-3 ans. J'avais fait un grand compte rendu de cette manifestation et je comprends leur colère et je leur dis mais attendez, mais malheureusement c'est pas fini. Préparez-vous à d'autres licenciements massifs. Et en fait, préparez-vous à ce qu'il n'y ait même plus d'emploi, quasiment. Sauf comment dire, un travail de garçon de café ou de... oui, enfin bon, je considère pas qu'un garçon de café est un larbin, mais cela dit, vous avez raison de le souligner parce que il y a eu énormément d'articles publiés dans le Financial Times, le Wall Street, Zero Hedge, etc., sur le fait que les chiffres de l'emploi, de création d'emplois américains qui est donné tous les mois, est complètement bidonné, parce que je crois que c'est 70% des emplois qui sont créés sont des emplois de valet de parking, vous savez, des gens qui garent la voiture, ou de barman, et qui plus est, ou justement de garçons de café, ou de porteurs de valises, et qui plus est, ce sont même pas des emplois à plein temps, ce sont des emplois voire mi-temps, voire à quart temps. Je ne sais pas si vous imaginez. Merci. Merci à vous.